Toutes les étoiles que nous voyons, y compris notre Soleil, reposent sur l'équilibre de différentes forces. Les étoiles sont des objets très lourds, donc elles ont une forte gravité, ce qui les presse de l'extérieur et les fait rétrécir. Mais à l'intérieur de celle-ci, alors qu'elle brûle son combustible, il y a des réactions nucléaires qui produisent des quantités incroyables d'énergie. Cette énergie est la lumière et la chaleur que nous ressentons pendant la journée. Mais surtout, ces réactions augmentent la pression à l'intérieur de l'étoile et créent une force qui lutte contre la gravité. Donc, tant que le réservoir de l'étoile est plein, il n'y a aucun danger. Mais lorsque le carburant s'épuise, la pression à l'intérieur de l'étoile diminue et la gravité l'emporte. Une étoile de la taille de notre Soleil peut briller pendant environ 10 milliards d'années. Pour être plus précis, notre beau Soleil a environ 4,5 milliards d'années et a déjà brûlé la moitié de son carburant. L'étape suivante dans la vie d'une étoile se produit lorsqu'elle arrive à court de jus. La pression interne diminue, mais la gravité continue de s'exercer. À un moment donné, une étoile s'effondre tout simplement sous son propre poids et rétrécit jusqu'à la taille de son noyau à une vitesse de près d'un quart de la vitesse de la lumière. En moins d'une demi-seconde, une gigantesque étoile se transforme en un objet petit et dense. Cet effondrement rapide crée des ondes de choc incroyables qui font exploser les couches supérieures de l'étoile. Boum! À présent, une quantité incroyable d'énergie et de matière est projetée dans l'espace. À ce moment, la luminosité de l'étoile augmente des millions, voire des milliards de fois. C'est le flash que nos scientifiques peuvent voir avec des télescopes super puissants. Mais la lumière de cette explosion n'atteint notre planète que bien des années plus tard. Donc en fait, cette étoile s'est éteinte depuis longtemps. Il existe plusieurs options à ce stade. Tout dépend de la taille de l'étoile. Si sa masse est petite, environ la masse de notre Soleil, alors pendant plusieurs mois, cet éclair deviendra de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum. Ensuite, l'énergie de l'explosion commencera à se dissiper jusqu'à disparaître et se refroidir progressivement. Quelques années passeront et la température de l'ancienne étoile deviendra égale à celle de l'espace et elle cessera tout simplement d'exister. Mais plus l'étoile sera lourde, plus les événements seront intéressants. Ce genre d'étoiles brûlent leur combustible beaucoup plus vite et ont une durée de vie plus courte. Les étoiles pesant environ 8 fois la masse du Soleil peuvent s'effondrer en un objet plutôt inhabituel que l'on rencontre rarement dans l'univers. Une étoile à neutrons. Cette boule creuse ne fait que 10 à 20 km de large et est recouverte d'une croûte de métal dur d'environ 1,5 km d'épaisseur. Les étoiles à neutrons peuvent peser environ 2 soleils et ont une très forte gravité. Si tu te sens à l'aise et en bonne forme sur Terre, tu ne pourrais même pas soulever une aiguille ou une allumette là-bas. De plus, tu serais pressé à la surface comme une crêpe et tout simplement incapable de bouger. Mais il y a des étoiles qui sont des dizaines de fois plus lourdes que le Soleil. L'explosion d'une supernova pareille, qui pèse au moins 40 fois plus que le Soleil, donne naissance à l'objet le plus inexplicable et le plus mystérieux de l'univers, un trou noir. Au début, une explosion incroyablement brillante se produit. Une onde de choc se propage et emporte la poussière et la matière de l'ancienne étoile comme dans un brouillard. Et à l'endroit de l'explosion, il ne reste qu'un petit disque noir. Cet abîme obscur est l'objet le plus lourd de l'univers. Il est tellement lourd que sa gravité courbe l'espace-temps autour de lui. Oui, plus tu es proche du trou noir, plus le temps passe lentement pour toi. Si tu pouvais t'approcher suffisamment de l'un d'eux, passer quelques minutes dans son orbite et revenir sur Terre, tu ne reconnaîtrais tout simplement plus ta maison. Une minute près d'un trou noir peut représenter un mois, un an ou une décennie sur Terre. Cela dépend du poids du trou noir. Mais ne t'approche pas trop près. La force de sa gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. L'humanité connaît aussi l'existence des trous noirs supermassifs. Ils accumulent progressivement leur masse, se nourrissant de différents objets cosmiques comme un prédateur. Habituellement, ces trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies et leur gravité est si forte qu'ils peuvent contenir d'innombrables étoiles à proximité. Par exemple, voici la seule photo d'un trou noir qui est situé au centre de la galaxie Messier 87. La lueur orange qui l'entoure est l'horizon des événements. Ce sont les restes de la lumière des objets que ce trou noir a avalés. Mais tu es en sécurité, le trou noir le plus proche est à 1120 années-lumière.
Mais les supernovas peuvent exploser autrement que quand la gravité l'emporte sur les forces internes de l'étoile. Parfois, c'est le contraire qui se produit. La fusion nucléaire, à l'intérieur de l'étoile, commence à affecter beaucoup plus de matière que la normale. La pression à l'intérieur d'une étoile augmente et elle surpasse la force de gravité, qui exerce une pression sur l'étoile depuis l'extérieur. À cet instant, il y a un boom. Cela ne se produit jamais tout seul, et ce type de supernova n'est possible que dans les systèmes stellaires binaires. Deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Une étoile commence à avaler la substance de l'autre, puis les réactions nucléaires à l'intérieur ne sont plus en équilibre, et une supernova explose. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'une explosion pareille pourrait se produire en 2022. Ce genre de système binaire existe dans la constellation du Cygne, à une distance de 1800 années-lumière du Soleil. Une nova rouge lumineuse aurait dû se produire ici. Un flash rouge de cette ampleur aurait été visible à l'œil nu pendant des mois. Et après l'explosion elle-même et la fusion de deux étoiles, une nouvelle étoile plus chaude et plus lourde aurait dû apparaître à leur place. Mais une nouvelle analyse des données a révélé une erreur de calcul, et cet événement ne se produira pas de sitôt après tout. Nous voyons donc maintenant qu'une explosion de supernova est un événement très dangereux, et que cela peut causer de gros dégâts sur notre planète si elle se produit suffisamment près. Le principal danger est celui des rayons gamma. Ce sont les radiations qui proviennent de l'explosion. Lorsque ces rayons atteignent la Terre, ils affectent notre bouclier, c'est-à-dire l'atmosphère. Ils réduisent la couche d'ozone et nous rendent vulnérables au rayonnement solaire et aux autres rayons cosmiques. Dans ce cas, toute vie sur la planète est en danger. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'une explosion de ce genre pourrait se produire très bientôt. Bételgeuse, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, est environ 17 fois plus grosse que le Soleil et est âgée de 8,5 milliards d'années. Elle a commencé à épuiser ses réserves de carburant. Les scientifiques prédisent que cette géante pourrait exploser comme une supernova à tout moment dans les 10 000 prochaines années. Cela pourrait donc aussi bien se produire dans quelques siècles que demain. Tout se passera comme suit. Bételgeuse s'effondrera en une fraction de seconde, puis elle explosera avec une telle intensité qu'elle ressemblera à une deuxième lune dans le ciel nocturne. Nous observerons un nouveau point lumineux dans le ciel pendant des semaines ou même des mois. Mais ensuite, elle commencera à s'effacer jusqu'à disparaître complètement. Mais pas sans laisser de traces. À sa place, il y aura une étoile à neutrons qui pèsera 1,5 fois notre Soleil. Ce sera l'un des plus grands événements que l'humanité ait jamais connu. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Bételgeuse est à environ 550 années-lumière de nous. Donc, ces rayons X et ultraviolets ne nous affecteront pas. Un danger bien plus grand est posé par la libération de matière qui se produit lors de l'explosion d'une supernova. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter non plus. L'onde de choc atteindra la Terre 6 millions d'années plus tard et elle sera balayée par le vent solaire. Donc, si nous voyons Bételgeuse exploser aujourd'hui, ce sera un spectacle incroyable. Mais en fait, l'étoile n'existera plus à ce moment-là, car cela voudrait dire que l'événement lui-même s'est produit il y a près de 6 siècles. C'est juste que maintenant, la lumière de l'étoile parvient enfin jusqu'à nous. Certains scientifiques pensent que les événements liés à l'extinction de l'Ordovicien silurien, qui s'est produite il y a près d'un demi-milliard d'années, se sont produits exactement à cause de l'explosion d'une étoile. Ensuite, près de 60% des vertébrés marins se sont éteints. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une supernova, mais d'une hypernova. C'est ce que les scientifiques appellent des explosions d'étoiles 100 à 150 fois plus grosses que le Soleil. En plus de ce poids anormal, l'étoile doit tourner très rapidement. Ce genre d'objets sont très rares. Dans notre galaxie, ils sont peu nombreux et les scientifiques pensent que les hypernovas se produisent environ une fois tous les 200 millions d'années. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées aux murs, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées.
Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayon X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la quatrième plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende.
Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous sont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher. À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire ? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début. Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a 3 étoiles dans cette constellation. Les 2 premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile.
Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une troisième étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage. Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouais, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup ? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi 2 fois plus froide que notre astre avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima b. Oui, je sais, les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'en mêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas. Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer ? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima b en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima b. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des 2 autres étoiles ? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima b. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus je ne suis pas super doué pour les noms. Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima b ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait. Une journée dure toujours 24 heures. Mais notre période orbitale est très élevée. Proxima b tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super, mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas. Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elle. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel comme notre Lune ? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire, et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave, nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord. Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes. Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines et des déserts enneigés sur les sommets.
Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés mais luxuriants. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose. Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine 4 soleils. Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B, qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux Soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de 2 ceintures de poussière cosmique. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterais d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien, maintenant nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des 2 autres étoiles? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de 2 étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B. Mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'1 an et 1 mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible, mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement, qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, et tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie.